Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec le professeur Thierry Magnin, docteur en physique et docteur en théologie, et qui vient de publier aux éditions Salvator ce livre intitulé « Foi et neurosciences, dialogue sur l'homme vivant ». Thierry Magnin, bonjour. Bonjour. Vous avez cité dans une émission précédente, vous avez dit « Voilà, nous sommes poussière d'étoiles », qui fait référence à un livre d'Hubert Reeves. Est-ce que vous avez été influencé par cet auteur dans votre compréhension de la manière dont l'homme s'est constitué? Alors Hubert Reeves, c'est l'un de ceux qui nous racontait et continue d'ailleurs de nous raconter cette fantastique histoire de l'univers dont nous sommes un produit, pour une part en tout cas. 13,8 milliards d'années. En plus, on vient d'avoir des photos magnifiques du télescope James Webb qui nous montre des galaxies de 13,2 milliards d'années dont la lumière nous parvient aujourd'hui. Voilà, une histoire fantastique. Nous savons, et les astrophysiciens comme Hubert Reeves nous expliquent, que le carbone, qui est la base de la vie, du vivant, a été formé au cœur des étoiles. Donc en ce sens-là, nous sommes une poussière d'étoiles puisque nous sommes des êtres carbonés et que toute cette évolution de la matière inerte qui a précédé l'évolution de la matière vivante, tout ça est lié, même s'il y a des seuils entre matière inerte et matière vivante, et que nous sommes constitués finalement de cette poussière d'étoiles et que toute poussière d'étoiles que nous sommes, et c'est ça qui est assez formidable, nous sommes à la fois pas grand-chose, et comme le dit le psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui ?» Et puis Pascal va dire « Un roseau pensant, un roseau qui plie au moindre souffle. » En même temps, nous avons justement la capacité de penser l'infiniment grand, l'infiniment petit, l'infiniment complexe. Donc oui, poussière d'étoile, une poussière d'étoile avec de sacrées capacités, ses fragilités, sa vulnérabilité, mais aussi sa grandeur. D'une certaine manière, ce n'est pas l'être parfait que l'on recherche, qu'on pourrait chercher dans cette intelligence artificielle, mais que nous, notre humanité, voilà, elle est constitutive à la fois de fragilité, de force, un petit peu ce que saint Paul nous dit, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce qu'on est dans cette logique-là? On est dans une logique où les sciences du vivant aujourd'hui, en effet, nous disent que pour être véritablement vivant, il faut être à la fois robuste et vulnérable. Qu'est-ce que c'est la robustesse? C'est évidemment de ne pas se décomposer dès qu'il y a un problème. La vulnérabilité, c'est la capacité de se laisser transformer de l'intérieur par l'environnement pour pouvoir s'y adapter, tout en restant nous-mêmes. Or, on n'aime pas la vulnérabilité. Alors, je ne confonds pas la vulnérabilité et la fragilité ici. La fragilité ou la fragilisation par une maladie, évidemment, accentue tout cela. Et je ne suis pas en train de prôner les maladies, bien entendu. Mais justement, même quand on va vivre une maladie, on peut être capable d'une résilience extraordinaire, justement. Il y a des gens qui nous montrent ça tous les jours. Voilà, mais une alliance entre robustesse et vulnérabilité. Or, dans certains courants, par exemple des courants transhumanistes, alors on n'est pas tous transhumanistes, loin de là, mais ça nous marque tous. On a l'impression qu'il faut éradiquer la vulnérabilité. Dans les courants transhumanistes, on nous dit il ne faut plus qu'on dépende de nos déterminismes biologiques, il faut qu'on design nous-mêmes notre avenir, et même dans certains courants, on vous promet l'immortalité, au sens non pas chrétien du terme, mais au sens d'une perpétuité, si je puis dire, avec une machinerie humaine qui atteindrait une perfection. On aurait justement à éradiquer toute vulnérabilité, on serait plus que robuste, comme un cyborg, une fusion homme-machine. Ben oui, mais justement, on n'aura plus de capacité de résilience qui fait justement le propre du vivant et pour l'humain en particulier. Autrement dit, oui, il ne s'agit pas d'éradiquer la vulnérabilité, il ne s'agit pas d'avoir un idéal de perfection. Oui, il faut s'améliorer, dépasser nos limites d'une certaine manière, mais ne pas dépasser les limites qui nous déshumanisent. Par contre, il ne s'agit pas d'une perfection, il s'agit d'un accomplissement. Et justement, aujourd'hui, on voit des gens qui ont une vulnérabilité peut-être plus grande que d'autres et qui accomplissent des choses extraordinaires dans leur existence et surtout qui s'accomplissent en relation avec d'autres alors qu'ils sont loin d'une perfection du 20 sur 20, comme on dit. Là, il y a une leçon assez extraordinaire du vivant
et du vivant humain en particulier, qui a cette capacité de faire des choix. Vous rejoignez alors Adolphe Guéchet quand il dit que le salut, avant tout, est un salut d'accomplissement. Ça rejoint parfaitement cette vision de la théologie de la création, hein, et ça rejoint parfaitement ce que Jésus nous dit. Il est venu pour accomplir, justement, hein, pour accomplir. Et d'ailleurs, il choisit des hommes, des apôtres qui ne sont pas des modèles de perfection, justement, mais qui vont entrer, justement, dans cette forme d'accomplissement de l'humain, qui est tout autre chose qu'une perfection du 20 sur 20, comme je le disais tout à l'heure. Et en effet, la création gémit dans les douleurs de l'enfantement, nous dit l'Écriture, nous dit l'Épître aux Romains de Paul. Oui, et là c'est notre responsabilité, et dans notre responsabilité éthique en particulier aujourd'hui devant les gémissements de la terre, devant les gémissements des peuples qui subissent l'urgence écologique en tout cas de plein fouet, et nous tous, est-ce que nous allons chercher la perfection par la technologie qui va tout réparer, ou est-ce que dans une bonne alliance entre technologie et capacité de changer, capacité de résilience, de changer nos modes de vie, d'accepter une forme de sobriété frugale et joyeuse, est-ce que on voit bien que tout est lié et que le tout technologique pour une perfection technologique ne suffit pas devant ces questions-là. Je pense qu'on retrouve de manière très actuelle cette belle tendance à ne pas confondre l'accomplissement avec la perfection. Dans l'idée de cette théologie de l'accomplissement, quelque part, est-ce que, de nouveau, on n'est pas en résonance avec les neurosciences quand elles parlent de, comment vais-je dire, qu'on n'est pas, il n'y a pas cette perfection à atteindre non plus dans les neurosciences, que l'accomplissement, quelque part, c'est fait de nous des êtres en devenir. Des êtres en devenir et des êtres singuliers, hein. Et alors, j'ai un ami neuroscientifique qui dit cela, il dit « Peut-être que nous sommes programmés, mais nous sommes programmés pour apprendre. » C'est magnifique. Nous sommes programmés pour apprendre. Et nos apprentissages, quel que soit le secteur de nos apprentissages, nous font devenir, nous aident à devenir nous-mêmes. Oui, il y a quelque chose qui est donné dans notre singularité, et en même temps, elle se déploie, elle s'accomplit justement. Et il ne s'agit pas d'avoir les performances physiques, intellectuelles, forcément toujours pour s'accomplir, les plus fortes pour s'accomplir. Là aussi, on voit tellement de gens. C'est plutôt l'harmonie corps-âme-esprit, justement, hein, qui est avisée. Cette harmonie corps-âme-esprit, elle est de l'ordre de l'accomplissement. Hein. Elle est de l'ordre de devenir soi. Elle est de l'ordre de la relation et de la construction de relations avec l'ensemble de notre environnement et humain en particulier. Ce sont, oui, des beaux exemples qui nous montrent que robustesse et vulnérabilité vont ensemble, ni l'un tout seul, ni l'autre seul, mais une belle alliance personnelle et collective. Mais cette individuation, quelque part, souligne l'unicité de chaque être humain. Et ça, c'est une des grandes intuitions, en particulier d'un Teilhard de Chardin. La capacité d'union qu'il a vue à l'intérieur de la matière inerte et de la matière vivante, évidemment, entre les humains. Il y a aussi la capacité de désunion, bien entendu, ce n'est pas un optimisme béat. Mais justement, il y a une dynamique de lien qui personnalise. Alors ça, c'est très fort. Hein. Et non pas dans un grand tout où il n'y a plus de forme, hein, où tout est conjugué, et même tout est dissous. Hein. Plus que conjugué, tout est dissous. Là, l'union personnalise. Et il dit, je crois en cette union évolutive, je crois en la personne, et la personne va vers le spirituel. C'est magnifique ça. L'individu devient lui-même, dans ses interactions, qui l'aident à entrer dans sa singularité, tout en étant uni avec d'autres. La personne existe en autonomie, c'est-à-dire en interaction avec les autres et avec la matière tout entière, avec le cosmos tout entier. Tout est lié là aussi, il y a quelque chose de Laudato Si qui résonne aussi là. Vous insistez fort pour cette individuation en relation. Nous sommes des êtres nés d'une relation, nourris par les relations. On entre dans cette dynamique-là aussi. Nous sommes des êtres de relation, ça fait longtemps qu'on le dit, et on le vérifie jusque dans notre biologie.
C'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, jusque dans la matière inerte qui nous constitue aussi. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de substance en soi. Le physicien, il le sait très bien. On ne peut pas parler d'une particule sans regarder ses interactions avec les autres. On vient d'avoir un prix Nobel en France, Alain Aspect, de physique. Il a justement montré ce qu'on appelle la non-séparabilité quantique, c'est-à-dire deux particules qui ont été émises par un même filament, quelle que soit leur distance, elles restent liées. Quand on fait une mesure sur l'une, ça a immédiatement une interaction avec l'autre. Et si notre univers est né d'une grande explosion dite initiale, tout est lié. Nous sommes liés aux autres, nous sommes liés à la nature, nous sommes liés à la moindre des particules. Et c'est dans ces liens, dans ces relations-là, que nous grandissons dans notre unicité et que, justement, quand on n'en reste pas simplement aux sciences dites dures, mais qu'on vit cette dimension philosophique et spirituelle de l'existence, c'est là que nous devenons une personne. Thierry Magnin, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.